Lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Pourtant, répéta Velmont, il doit y avoir quelque chose. Et il reprit. Le comte n'a pas un ami plus intime auquel il se confie? Non. Personne n'est venu le voir hier? Personne. Il était seul quand il vous a lié et enfermé? À ce moment, oui. Mais après, son domestique l'a rejoint près de la porte et j'ai entendu qu'il parlait d'un ouvrier bijoutier. C'est tout. Et d'une chose qui aurait lieu le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, à midi, parce que la comtesse d'Origny ne pouvait venir auparavant. Velmont réfléchit. Cette conversation a-t-elle un sens qui vous éclaire sur les projets de votre mari? Je n'en vois pas. Où sont vos bijoux? Mon mari les a vendus. Il ne vous en reste pas un seul? Non. Pas même une bague? Non, dit-elle en montrant ses mains, rien que cet anneau. Qui est votre anneau de mariage? Qui est mon anneau? Elle s'arrêta, interdite. Velmont nota qu'elle rougissait et il l'entendit balbutier. Serait-ce possible? Mais non, il l'ignore. Velmont la pressa de questions aussitôt et Yvonne se taisait immobile, le visage anxieux. À la fin, elle répondit à voix basse. Ce n'est pas mon anneau de mariage. Un jour, il y a longtemps, je l'ai fait tomber de la cheminée de ma chambre où je l'avais mis une minute auparavant. Et malgré toutes mes recherches, je n'ai pu le retrouver. Sans rien dire, j'en ai commandé un autre que voici à ma main. Le véritable anneau portait la date de votre mariage? Oui, 23 octobre. Et le second? Celui-ci ne porte aucune date. Il sentit en elle une légère hésitation et un trouble qu'elle ne cherchait d'ailleurs pas à dissimuler. « Je vous en supplie, s'écria-t-il. Ne me cachez rien. Vous voyez le chemin que nous avons parcouru en quelques minutes, avec un peu de logique et de sang-froid. Continuons. Je vous le demande en grâce. »« Êtes-vous sûre, dit-elle, qu'il soit nécessaire ? » Je suis sûre que le moindre détail a son importance et que nous sommes près d'atteindre le but. Mais il faut se hâter. L'heure est grave. Je n'ai rien à cacher, fit-elle en relevant la tête. C'était à l'époque la plus misérable et la plus dangereuse de ma vie. Humiliée chez moi, dans le monde j'étais entourée d'hommages, de tentations, de pièges, comme toute femme qu'on voit abandonnée de son mari. Alors, je me suis souvenue, avant mon mariage, un homme m'avait aimée, dont j'avais deviné l'amour impossible et qui, depuis, est mort. J'ai fait graver le nom de cet homme et j'ai porté cet anneau comme on porte un talisman. Il n'y avait pas d'amour en moi puisque j'étais la femme d'un autre, mais dans le secret de mon cœur, il y eut un souvenir, un rêve meurtri, quelque chose de doux qui me protégeait. Elle s'était exprimée lentement, sans embarras, et Velmont ne douta pas une seconde qu'elle n'eût dit l'absolue vérité. Comme il se taisait, elle redevint anxieuse et lui demanda « Est-ce que vous supposez que mon mari… » Il lui prit la main et prononça, tout en examinant l'anneau d'or, « L'énigme est là. Votre mari, je ne sais comment, connaît la substitution. À midi, sa mère viendra. Devant témoin, il vous obligera d'ôter votre bague et de la sorte, il pourra, en même temps que l'approbation de sa mère, obtenir le divorce puisqu'il aura la preuve qu'il cherchait. »« Je suis perdue, gémit-elle. Je suis perdue. »« Vous êtes sauvée, au contraire.
Donnez-moi cette bague, et tantôt, c'est une autre qu'il trouvera, une autre que je vous ferai parvenir avant midi, et qui portera la date du 23 octobre. Ainsi, il s'interrompit brusquement. Tandis qu'il parlait, la main d'Yvonne s'était glacée dans la sienne. Et ayant levé les yeux, il vit que la jeune femme était pâle, affreusement pâle. « Qu'y a-t-il ? Je vous en prie. » Elle eut un accès de désespoir fou. « Il y a que je suis perdue. Il y a que je ne peux l'ôter, cet anneau. Il est devenu trop petit, comprenez-vous ? Cela n'avait pas d'importance et je n'y pensais pas, mais aujourd'hui, cette preuve, cette accusation, ah, quelle torture ! Regardez, il fait partie de mon doigt. Il est incrusté dans ma chair et je ne peux pas. Elle tirait vainement de toutes ses forces au risque de se blesser, mais la chair se gonflait autour de l'anneau et l'anneau ne bougeait point. Ah, balbutia-t-elle, étreinte par une idée qui la terrifia. Je me souviens, l'autre nuit, un cauchemar que j'ai eu. Il me semblait que quelqu'un entrait dans ma chambre et s'emparait de ma main, et je ne pouvais pas me réveiller. C'était lui. Il m'avait endormie, j'en suis sûre. Et il regardait la bague, et tantôt il me l'arrachera devant sa mère. Ah, je comprends tout. Cet ouvrier bijoutier, c'est lui qui me la coupera à même la main. Vous voyez, je suis perdue. Elle se cacha la tête et se mit à pleurer. Mais dans le silence, la pendule sonna une fois, et puis une autre fois, et une fois encore. Et Yvonne se redressa d'un bond. « Le voilà !» cria-t-elle. « Il va venir, il est 3 heures. Allons-nous-en. » « Vous ne partirez pas. »« Mon fils, je veux le voir, le reprendre. »« Savez-vous seulement où il est ? » ?»« Je veux partir. »« Vous ne partirez pas. Ce serait de la folie. » Il la saisit au poignet. Elle voulut se dégager, et Velmont dut apporter une certaine brusquerie pour vaincre sa résistance. À la fin, il réussit à la ramener vers le divan, puis à l'étendre, et tout de suite, sans prêter attention à ses plaintes, il reprit les bandes de toile et lui attacha les bras et les chevilles. « Oui, disait-il, ce serait de la folie. Qui vous aurait délivré ? Qui vous aurait ouvert cette porte ? Un complice ? Quel argument contre vous ? Et comme votre mari s'en servirait auprès de sa mère, et puis à quoi bon ? Vous enfuir ? C'est accepter le divorce. Et sait-on jamais le dénouement ? Il faut rester ici. » Elle sanglotait. « J'ai peur. J'ai peur. Cet anneau me brûle. Brisez-le. Brisez-le, emportez-le. Qu'on ne le retrouve pas. » « Et si l'on ne le retrouve pas à votre doigt, qui l'aurait brisé ? Toujours un complice. Non, il faut affronter la lutte et vaillamment, puisque je réponds de tout. Croyez en moi, je réponds de tout. Dussé-je m'attaquer à la comtesse d'Origny et retarder ainsi l'entrevue ? Dussé-je venir moi-même avant midi ? C'est l'anneau nuptial que l'on arrachera de votre doigt, je vous le jure, et votre fils vous sera rendu. » Dominée, soumise, Yvonne par instinct s'offrait elle-même aux entraves. Quand il se releva, elle était liée comme auparavant. Il inspecta la pièce pour s'assurer qu'aucune trace ne demeurait de son passage, puis il s'inclina de nouveau sur la jeune femme et murmura « Pensez à votre fils et, quoi qu'il arrive, ne craignez rien, je veille sur vous. » Elle l'entendit ouvrir et refermer la porte du boudoir, puis, quelques minutes après, la porte de la rue. À 3h30, une automobile s'arrêtait. La porte en bas claqua de nouveau et presque aussitôt Yvonne aperçut son mari qui entrait rapidement, l'air furieux. Il courut vers elle, s'assura qu'elle était toujours attachée et, s'emparant de sa main, examina la bague. Yvonne s'évanouit. Elle ne sut pas au juste, en se réveillant, combien de temps elle avait dormi. Mais la clarté du grand jour pénétrait dans le boudoir et elle constata au premier mouvement qu'elle fit
que les bandes étaient coupées. Alors elle tourna la tête et vit auprès d'elle son mari qui la regardait. « mon fils, gémit-elle, je veux mon fils. » Il répliqua d'une voix dont elle sentit la raillerie. « Notre fils est en lieu sûr. Et pour l'instant, il ne s'agit pas de lui, mais de vous. Nous sommes l'un en face de l'autre, sans doute pour la dernière fois. Et l'explication que nous allons avoir est très grave. Je dois vous avertir qu'elle aura lieu devant ma mère. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Yvonne s'efforça de cacher son trouble et répondit « Aucun. Je puis l'appeler ?»« Oui. Laissez-moi en attendant. Je serai prête quand elle viendra. Ma mère est ici. » « Votre mère est ici ?» s'écria Yvonne, éperdue et se rappelant la promesse d'Horace Velmont. « Oui. »« Et c'est maintenant? C'est tout de suite que vous voulez? »« Oui. »« Pourquoi? Pourquoi pas ce soir? Demain ?»« Aujourd'hui et maintenant, » déclara le comte. « Il s'est produit au cours de la nuit un incident assez bizarre et que je ne m'explique pas. On m'a fait venir chez ma mère dans le but évident de m'éloigner d'ici. Cela me détermine à devancer le moment de l'explication. Vous ne désirez pas prendre quelque nourriture auparavant? »« Non, non. » »« Je vais donc chercher ma mère. » Il se dirigea vers la chambre d'Yvonne. Celle-ci jeta un coup d'œil sur la pendule. La pendule marquait 10h35. « Ah !» fit-elle avec un frisson d'épouvante. « 10h35 ! Horace Velmont ne la sauverait pas, et personne au monde et rien au monde ne la sauverait, car il n'y avait point de miracle qui pût faire que l'anneau d'or ne fût pas à son doigt. Le comte revint avec la comtesse d'Origny et la pria de s'asseoir. C'était une femme sèche, anguleuse, qui avait toujours manifesté contre Yvonne des sentiments hostiles. Elle ne salua même pas sa belle-fille, montrant ainsi qu'elle était gagnée à l'accusation. « Je crois, dit-elle, qu'il est inutile de parler très longuement. En 2 mots, mon fils prétend... »« Je ne prétends pas, ma mère, dit le comte. J'affirme. J'affirme sous serment que, il y a 3 mois, durant les vacances, le tapissier, en reposant les tapis de ce boudoir et de la chambre, a trouvé dans une rainure de parquet l'anneau de mariage que j'avais donné à ma femme. Cet anneau, le voici. La date du 23 octobre est gravée à l'intérieur. »« Alors, dit la comtesse, l'anneau que votre femme porte, cet anneau, a été commandé par elle en échange du véritable. Sur mes indications, Bernard, mon domestique, après de longues recherches, a fini par découvrir aux environs de Paris, où il habite maintenant, le petit bijoutier à qui elle s'était adressée. Cet homme se souvient parfaitement, et il est prêt à en témoigner, que sa cliente ne lui a pas fait inscrire une date, mais un nom. Ce nom, il ne se le rappelle pas. Mais peut-être l'ouvrier qui travaillait avec lui dans son magasin s'en souviendrait-il. Prévenu par lettre que j'avais besoin de ses services, cet homme a répondu hier qu'il était à ma disposition. Ce matin, dès 9h, Bernard allait le chercher. Tous 2 attendent dans mon cabinet. Il se tourna vers sa femme. « Voulez-vous de votre plein gré me donner cet anneau ?» Elle articula. « Vous savez bien, depuis la nuit où vous avez essayé de le prendre à mon insu, qu'il est impossible de l'ôter de mon doigt. En ce cas, puis-je donner l'ordre que cet homme monte? Il a les instruments nécessaires. »« Oui, » dit-elle d'une voix faible. Elle était résignée. En une sorte de vision, elle évoquait l'avenir. Le scandale, le divorce prononcé contre elle, l'enfant confié par jugement au père. Et elle acceptait cela en pensant qu'elle enlèverait son fils, qu'elle partirait avec lui au bout du monde et qu'ils vivraient tous 2, seuls, heureux. Sa belle-mère lui dit « Vous avez été bien légère, Yvonne. » Yvonne fut sur le point de se confesser à elle et de lui demander sa protection. À quoi bon? Comment admettre que la comtesse d'Origny pût la croire innocente? Elle ne répliqua point. Tout de suite, d'ailleurs, le comte rentrait, suivi de son domestique et d'un homme qui portait une trousse sous le bras. Et le comte dit à cet homme « Vous savez de quoi il s'agit ?»
Oui, fit l'ouvrier, une bague qui est devenue trop petite et qu'il faut trancher. C'est facile, un coup de pince. Et vous examinerez ensuite, dit le comte, si l'inscription qui est à l'intérieur de cet anneau fut bien gravée par vous. Yvonne observa la pendule. Il était 11h moins 10. Il lui sembla entendre quelque part dans l'hôtel un bruit de voix qui disputaient, et malgré elle, un sursaut d'espoir la secoua. Peut-être Velmont avait-il réussi? Mais le bruit s'étant renouvelé, elle se rendit compte que des marchands ambulants passaient sous ses fenêtres et s'éloignaient. C'était fini. Horace Velmont n'avait pas pu la secourir. Et elle comprit que, pour retrouver son enfant, il lui faudrait agir par ses propres forces, car les promesses des autres sont vaines. Elle eut un mouvement de recul. Elle avait vu sur sa main la main sale de l'ouvrier et ce contact odieux la révoltait. L'homme s'excusa avec embarras. Le comte dit à sa femme « Il faut pourtant vous décider ». Alors elle tendit sa main fragile et tremblante que l'ouvrier saisit de nouveau, qu'il retourna et appuya sur la table, la paume découverte. Yvonne sentit le froid de l'acier. Elle souhaita mourir d'un coup et, s'attachant aussitôt à cette idée de mort, elle pensa à des poisons qu'elle achèterait et qui l'endormiraient presque à son insu. L'opération fut rapide. De biais, les petites tenailles d'acier repoussèrent la chair, se firent une place et mordirent la bague. Un effort brutal, la bague se brisa. Il n'y avait plus qu'à écarter les deux extrémités pour la sortir du doigt. C'est ce que fit l'ouvrier. Le comte s'exclama triomphant. « Enfin! Nous allons savoir, la preuve est là, et nous sommes tous témoins. » Il agrippa l'anneau et regarda l'inscription. Un cri de stupeur lui échappa. L'anneau portait la date de son mariage avec Yvonne, 23 octobre. Nous étions assis sur la terrasse de Monte-Carlo. Son histoire terminée, Lupin alluma une cigarette et lança paisiblement des bouffées vers le ciel bleu. Je lui dis « Eh bien quoi ?»« Comment quoi? Mais la fin de l'aventure ?» ?»« La fin de l'aventure, mais il n'y en a pas d'autre. »« Voyons, vous plaisantez. »« Nullement. Celle-là ne vous suffit pas? La comtesse est sauvée, le mari n'ayant pas la moindre preuve contre elle, est contraint par sa mère à renoncer au divorce et à rendre l'enfant. Voilà tout. Depuis, il a quitté sa femme et celle-ci vit heureuse avec son fils, un garçon de 16 ans. Oui, mais la façon dont la comtesse a été sauvée. Lupin éclata de rire. Mon cher ami. Lupin daigne parfois m'appeler de la sorte. Mon cher ami, vous avez peut-être une certaine adresse pour raconter mes exploits, mais fichtre. Il faut mettre les points sur les i. Je vous jure que la comtesse n'a pas eu besoin d'explications. Je n'ai aucun amour-propre, lui répondis-je en riant. Mettez les points sur les i. Il prit une pièce de 5 francs et referma la main sur elle. Qu'y a-t-il dans cette main? Une pièce de 5 francs? Il ouvrit la main. La pièce de 5 francs n'y était pas. Vous voyez comme c'est facile. Un ouvrier bijoutier coupe avec des tenailles une bague sur laquelle est gravé un nom, mais il en présente une autre sur laquelle est gravée la date du 23 octobre. C'est un simple tour d'escamotage. Et j'ai celui-là dans le fond de mon sac, ainsi que beaucoup d'autres bigres. J'ai travaillé 6 mois avec Pickman. Mais alors? Allez-y donc. L'ouvrier bijoutier. C'était Horace Velmont. C'était ce brave Lupin. En quittant la comtesse à 3 heures du matin, j'ai profité des quelques minutes qui me restaient avant l'arrivée du mari pour inspecter son cabinet de travail. Sur la table, j'ai trouvé la lettre que l'ouvrier bijoutier avait écrite. Cette lettre me donnait l'adresse. Moyennant quelques louis, j'ai pris la place de l'ouvrier et je suis venue avec un anneau d'or coupé et gravé d'avance. Passé Muscade. Le comte n'y a vu que du feu. « Parfait !» m'écriai-je. Et j'ajoutais un peu ironique à mon tour, « Mais
Ne croyez-vous pas que vous-même fûtes quelque peu dupé en l'occurrence? Ah, et par qui? Par la comtesse. En quoi donc? Dame, ce nom inscrit comme un talisman, ce beau ténébreux qui l'aima et souffrit pour elle, tout cela me paraît fort invraisemblable. Et je me demande si, tout Lupin que vous soyez, vous n'êtes pas tombé au milieu d'un joli roman d'amour, bien réel et pas trop innocent. Lupin me regarda de travers. « Non, dit-il. Comment le savez-vous? Si la comtesse altéra la vérité en me disant qu'elle avait connu cet homme avant son mariage et qu'il était mort, et si elle l'aima dans le secret de son cœur, j'ai du moins la preuve que cet amour fut idéal et que lui ne le soupçonna pas. Et cette preuve, elle est inscrite au creux de la bague que j'ai brisée moi-même au doigt de la comtesse et que je porte. La voici. Vous pouvez lire le nom qu'elle avait fait graver. Il me donna la bague, je lus Horace Velmont. Il y eut entre Lupin et moi un instant de silence et, l'ayant observé, je notai sur son visage une certaine émotion, un peu de mélancolie. Je repris. Pourquoi vous êtes-vous résolu à me raconter cette histoire à laquelle vous avez fait souvent allusion devant moi? Pourquoi? Il me montra d'un signe une femme très belle encore qui passait devant nous, au bras d'un jeune homme. Elle aperçut Lupin et le salua. « C'est elle, » murmura-t-il, « c'est elle avec son fils. »« Elle vous a donc reconnu? » ?»« Elle me reconnaît toujours, quel que soit mon déguisement. Mais depuis le cambriolage du château de Thibermesnil, la police a identifié les deux noms de Lupin et d'Horace Velmont? Oui. Elle sait par conséquent qui vous êtes? Oui. Et elle vous salue, m'écriai-je malgré moi. Il m'empoigna le bras et violemment. Croyez-vous donc que je sois Lupin pour elle? Croyez-vous que je sois à ses yeux un cambrioleur, un escroc, un gredin? Mais je serais le dernier des misérables, j'aurais tué même, qu'elle me saluerait encore. Pourquoi? Parce qu'elle vous a aimé? Allons donc, ce serait une raison de plus, au contraire, pour qu'elle me méprisât. Alors, je suis l'homme qui lui a rendu son fils.